C'est l'heure du bilan de ce Real Barça. Alors on va faire le bilan sur le Barça et sur le Real, sur comment on voit la suite de la saison. On va pas revenir trop sur le match parce qu'on l'a fait un petit peu avec les shorts, etc. Juste pour évoquer ce qui va se passer après. Forcément, on va parler un tout petit peu du match quand même, mais je vais pas développer les actions de ce qui s'est passé. Mais c'est intéressant de voir dans quelle direction va le Barça et le Real. Alors on va commencer par le FC Barcelone. Le FC Barcelone s'est incliné, comme vous le savez, face au Real Madrid. Moi, je me pose des questions sur plusieurs joueurs. Il y a un aspect qui n'a pas été beaucoup développé et que je vais développer maintenant, c'est la défense. On va commencer par Koundé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo, qui a des informations sur ce qui se passe avec Koundé? C'est une vraie question. C'est pas une question rhétorique. Koundé, je ne sais pas ce qui se passe avec lui, mais Koundé ne veut pas être là. Koundé ne veut pas être là. Depuis que la saison a commencé, il y a un truc avec Koundé, j'arrive pas à l'expliquer. Koundé, tous les matchs, il tire la tronche, tête baissée, il regarde aucun de ses coéquipiers, il n'y a pas un sourire, rien, il enchaîne les erreurs. En équipe de France, il avait fait une erreur. Là, avec le Barça, il s'est fait mélanger par Vinicius. C'est pas la première fois de la saison. Koundé est mauvais alors que Koundé était dans le top 3 des meilleurs défenseurs de la saison l'année dernière. En tant que latéraux, il était incroyable. Koundé, je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il a un problème personnel? Est-ce qu'il a un problème physique? J'en sais rien. Mais Koundé, à ce niveau-là, c'est un poids. Parce que d'habitude, Koundé, il enchaîne les allers-retours. Ça veut dire qu'il y a un apport offensif pour aider Yamal, qui en a grandement besoin en ce moment, mais on va revenir après. Et il y a l'aspect défensif où il est capable de multiplier par son endurance, etc. Là, Koundé, il arrive plus à faire ça. Et dans le Classico, là, ça s'est encore plus vu. Après, il n'a pas été aidé par Yamal, on y vient tout de suite, mais Koundé, je sais pas, il se passe un truc. Et le problème, c'est que vu que le Barça a une défense haute, avec un pressing haut, si Koundé il est pas au niveau, bah en fait, ça marche pas. Parce qu'en fait, sur les contres, bah, ils vont se faire mélanger à chaque fois. À chaque contre, la saison dernière, une fois sur 3, 4, c'est une stat inventée, mais c'est pour vous signifier le truc, Koundé sauvait l'équipe. Mais là, Koundé, il sauve personne, vu qu'il a déjà du mal avec lui-même. Donc là, il y a un problème. Koundé, vraiment, Koundé, c'est une énorme interrogation. À ce rythme-là, avec un Koundé de ce niveau-là, là, ils vont nulle part, le Barça. Ils vont nulle part, j'en suis intimement persuadé. Ensuite, la défense haute, comme je l'ai dit, si les latéraux sont pas au niveau, ça fonctionne pas. Pour l'instant, Baldé revient de blessure, on est loin du Baldé à 100%. Lui, c'est un peu différent parce qu'il revient de blessure, faut le temps qu'il se remette en jambes, etc. On va pas trop l'incriminer, mais ça, plus Koundé de l'autre côté, ça donne une équipe qui ne peut pas fonctionner par rapport à ce qu'elle essaie de mettre en place habituellement. Et vu qu'Antiflick ne veut pas changer de système et qu'il veut toujours faire la même chose du pressing haut qui, quand ça fonctionne, c'est une super idée, on va pas dire le contraire, mais quand ça ne fonctionne pas, bah ça donne des résultats comme ça où ils se font ouvrir en vrai de vrai, qui est que deux buts pour le Real à la mi-temps, c'est un miracle, hein. C'est un miracle parce que le Real, ils doivent en mettre plus, hein. Vu comment le Barça a défendu, franchement, ils s'en sortaient bien à la mi-temps. Ils s'en sortaient très très bien. Je préfère préciser. Donc il y a l'aspect défensif. Ensuite, Yamal. Yamal, il y a un problème. Déjà, lors du Classico, on l'a déjà évoqué, Yamal n'a pas défendu. Il ne défend pas, c'est un manque de respect envers les autres coéquipiers. Si Koundé s'est fait mélanger, c'est aussi en partie parce que Yamal ne l'a jamais aidé. Parfois, Koundé se retrouvait avec des 2 contre 1, Yamal restait tout en haut, mais tu crois que t'es Lionel Messi déjà? Enfin, je sais pas, c'est respecte les joueurs. T'as 18 ans, t'es à un prime, t'es censé être à un prime physique, tu peux quand même faire les efforts physique. Le problème, moi je pense, hein, c'est que physiquement, Yamal n'est pas à 100%, il n'a pas le cardio parce qu'il a un problème physique. Je pense qu'il n'a pas récupéré sa pubalgie. J'ai pensé à ça depuis mes dernières vidéos d'hier, mais je pense que c'est ça en fait. En fait, il n'est pas à 100%, il devrait soigner sa pubalgie, mais on continue de l'aligner sur le terrain, soit parce que c'est lui qui le demande, soit parce que le Barça n'estime qu'il n'a pas le choix, mais dans les deux cas, le résultat est le même. Ça fait du bien ni au Barça, ni à Yamal, parce qu'une performance comme ça, bah ça va baisser son niveau de confiance, tout le monde s'en prend à lui. Après, c'est pas une excuse que je lui trouve, hein, parce que Yamal, s'il était blessé, qu'il n'avait pas parlé, qu'il avait fait ce match-là, à la limite, vas-y, ok, on n'aurait rien dit. Mais Yamal, il a parlé.
il a parlé. Et quand tu parles dans un aspect purement sportif, tu dois assumer sportivement parlant. Ce qui n'est pas le cas, puisque Yamal a fait le plus mauvais match que j'ai vu de lui en carrière. Donc forcément, il prend des critiques, forcément, c'est mérité. Son attitude sur le terrain, franchement, moi, j'ai pas aimé. Même le fait qu'il veuille s'embrouiller, c'est pas le seul, hein, bien évidemment, mais c'est que il a un âge où, je sais pas, il n'arrive pas pour l'instant à prendre du recul, peut-être qu'il est mal conseillé, j'en sais rien, mais en tout cas, le fait est là, c'est que sportivement parlant, il n'a pas répondu présent. J'ai lu un commentaire de hier, quelqu'un qui disait que Yamal se comporte un peu comme s'il était au-dessus du club. Je trouve que c'est pas faux, en vrai. Plus j'y pense, plus je me dis que Yamal se permet de dire des choses à son âge que normalement il ne devrait pas pouvoir dire. Normalement, il y a quelqu'un en Barça qui devrait lui dire redescends, tranquille, t'es un grand joueur, mais t'en es pas encore au stade où tu peux envoyer des missiles et ensuite derrière on perd et on se fait allumer. Mais visiblement, personne n'ose dire non à Yamal, donc on se retrouve avec ce genre de résultat. Donc pourquoi moi j'évoque Yamal au final? C'est pas pour m'en prendre à lui, c'est pour dire la suite pour le Barça. Le Barça fait quoi maintenant? Est-ce que le Barça prend le temps de soigner Yamal, le met sur le banc et donc prend le risque de perdre des points parce que, on l'a dit, Lewandowski est blessé, Rafinha est blessé. Tu mets Yamal sur le banc, ça veut dire que tu mets Rashford titulaire, tu mets Ferran Torres et un troisième joueur, Firmine, allez au mieux. Si personne se blesse. Tu vas devoir aligner les trois mêmes joueurs pendant je sais pas combien de temps. Tu prends le risque de perdre des points en championnat alors que tu as 5 points de retard sur le Real, donc tu peux pas te le permettre. En Ligue des Champions, pour l'instant, ça va. Je pense qu'en Ligue des Champions, ils peuvent plus se permettre. Mais Yamal, il faut soigner le problème. Parce que là, vous l'aidez pas en l'alignant alors que visiblement il y a un truc, physiquement il n'est pas à 100%. Tu me le vendras pas, il n'a pas tenté de 1 contre 1 quasiment, il a quasiment pas accéléré, il y a un truc. Donc prenez le temps de soigner votre joyau. C'est pas plus compliqué que ça. Je parle au FC Barcelone, donc je pense que ça c'est important. L'aspect défensif, Hansi Flick va devoir revoir certaines choses de son système, admettre que pour l'instant les joueurs ne sont pas au niveau pour pouvoir faire le système qui a fonctionné la saison dernière. Oui, ça a fonctionné la saison dernière, mais il y avait un certain niveau de joueurs. Et d'ailleurs, ça me fait profiter, j'en profite pour rappeler que pour ceux qui se demandaient à quel point Rafinha était important, regardez la saison actuelle du FC Barcelone. Rafinha était important parce que Rafinha, il avait des stats, il marquait à quasiment tous les matchs. Tous ceux qui se demandaient pourquoi Rafinha était si fort, etc., regardez là. Parce que Yamal, ça n'a jamais été un joueur de stats. Il n'a pas mis 1 million de buts la saison dernière, hein. Yamal, si je dis pas de bêtises, hein, c'est 9 buts la saison dernière en Liga. Yamal, c'est 9 buts. Mais avec un joueur comme Rafinha qui aligne les buts, ça permettait au Barça de remporter des matchs. Mais là, vu que Rafinha n'est pas là, que Rafinha ne marque pas, là, on le voit, le manque de Rafinha. On voit le manque d'un joueur aussi important que Rafinha, aussi décisif qu'était Rafinha. Donc tous ceux qui se posaient la question, là maintenant vous avez la réponse. Rafinha, il est hyper important dans cette équipe. À ce heure-ci, pour moi, le Barça ne peut pas se passer de Rafinha. Et on voit que le Barça joue beaucoup moins bien sans lui. Parenthèse fermée. Donc le Barça a beaucoup de questions à se poser, notamment de Flick. J'aimerais pas être à sa place parce que vraiment, dans l'état actuel des choses, s'il laisse comme ça, le Barça va perdre encore des points. Ça va encore être compliqué et le Barça va aller vers une crise. Et quand le Barça plonge bien comme il faut. Donc voilà, côté Barça. Ensuite, côté Real. Le Real a pris 5 points d'avance. Le championnat n'est pas joué, 5 points d'avance, ça va très vite, tu fais un nul, le Barça gagne et tu reviens à 3 points, il y a un classico au retour, c'est loin d'être fait, c'est plus psychologiquement qu'ils ont pris l'avantage parce que désormais, psychologiquement, ils savent qu'ils peuvent battre le Barça, ce dont ils n'étaient pas sûrs la saison dernière, parce que la saison dernière, ils se sont fait marbrer plusieurs fois, mais là, le Real Madrid a montré qu'ils sont capables de battre le Barça. Ils ont battu une grande équipe, ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps. Il faut remonter à City, et encore, c'est le City qui a quatre pattes. Donc là, le Real, ça met une vraie confiance aux joueurs de façon collective. Collectivement, il y a eu des choses très intéressantes pour le Real Madrid, avec ce milieu à 4. J'espère pour le Real Madrid que Xabi Alonso va maintenir ce système. Je comprends que s'ils affrontent une équipe où vraiment le Real est 1000 fois au-dessus, il peut se permettre de mettre 3 offensifs plus Bellingham, ok. Mais pour moi, tous les matchs où il y a un minimum d'intensité, où tu as un minimum d'adversité en face, tu mets les 4 milieux. Tu mets les 4 milieux parce que ni Brahim Diaz, ni Mastantuono et ni Rodrigo n'a le niveau pour être titulaire. Rodrigo, il l'a plus, parce qu'il l'avait avant, forcément. Et Mastantuono et Brahim Diaz, c'est des joueurs qui sont amenés. Ah bon, Mastantuono a évolué. Brahim Diaz, c'est un bon joueur, mais c'est pas un titulaire. Aujourd'hui, vu les garanties que t'apporte ce 4-4-2, faut oublier de mettre un troisième offensif dans les gros matchs, alors que pour l'instant, l'apport, il n'est pas suffisant par rapport à ce que tu perds. Là, il y a un équilibre qui est en train de se créer. Il faut créer des automatismes avec les joueurs. Le Real Madrid est bien.
Donc maintenir les joueurs en confiance dans un système qu'ils connaissent parce qu'ils ont joué avec il y a 2 ans, lorsque le Real Madrid avait vu voir l'arrivée de Bellingham, c'est absolument pas français ce que j'ai dit, c'est pas grave. Donc voilà, donc le Real Madrid est très bien, comptablement, en Ligue des Champions, tout va bien. Ce qu'ils doivent faire, eux, c'est maintenir le cap, maintenir le bateau. Il faut que certains joueurs élèvent un peu leur niveau. Vinicius l'a fait lors du Classico, faut souligner. Bellingham est en train de remonter, parce que forcément, il y a un moment où Mbappé, ça va descendre un peu. Mbappé peut pas être à ce niveau-là toute la saison. Ou alors, c'est le meilleur joueur que j'ai vu sur une saison, parce que là, il part pour mettre 70 buts, et il marque à tous les matchs, et il est décisif, peu importe l'équipe. Enfin, à un moment donné, ça va forcément baisser. Ou il va y avoir une blessure, il va y avoir un truc, faut que le Real Madrid arrive à trouver d'autres solutions. Mais pour l'instant, tout se passe bien pour le Real. Défensivement aussi, ils ont prouvé des choses parce que contre l'Atlético Madrid, ça avait été très très compliqué. Là, Carreras, il a prouvé que il peut être ce joueur capable de mettre dans sa poche un grand joueur, même si Yamal, on l'a dit tout à l'heure, c'était pas le grand Yamal, mais quand même, lui, il a fait le boulot. Carreras, il a prouvé des choses. Valverde, je commence à me poser des questions. Honnêtement, je suis coach, j'ai Valverde à ce niveau-là, à droite. Moi, je le laisse à droite, hein. Je sais que c'est un milieu de terrain, ce que vous voulez. Valverde, il est meilleur que Alexander Arnold et il est meilleur que le Carvajal de maintenant. Tous les jours. Il est tellement fort, Valverde, à ce poste-là. C'est quoi l'intérêt de changer, en fait? T'as un joueur qui doit s'acclimater, Alexander Arnold, qui sera pas prêt avant un moment, selon moi. Et t'as Carvajal, ok, il peut jouer de temps en temps. Mais Valverde, il est trop fort. Valverde, il est trop fort. Dans la vitesse, dans l'impact, dans tout. Il est trop fort, Valverde, il est trop fort. Pourquoi enlever un joueur qui fonctionne au poste pour en mettre un autre dont t'as pas de garantie? En plus, si tu l'enlèves, c'est-à-dire que tu le mets au milieu de terrain. Mais là, Camavinga et Chouameni, c'est en train de plus ou moins fonctionner. Donc ça veut dire que tu remets Valverde, t'enlèves Camavinga. Camavinga, il a besoin de jouer. Camavinga, il a terriblement besoin de jouer. Il est tellement fort techniquement, on voit, il peut faire des grandes choses, mais il faut qu'il enchaîne les matchs. Camavinga, je sais pas, ça fait combien de temps qu'il n'a pas enchaîné les matchs. Si on veut que le potentiel d'un joueur comme Camavinga aille à son potentiel max, il faut qu'il joue plus. Il faut qu'il joue plus. Il connaît Chouameni. Un milieu à 4, ça lui permet de tenter plus de choses. Il peut monter de temps en temps sans que ce soit la fin du monde. Laissez-le au milieu de terrain. Laissez Chouameni. Arda Güler, on va certainement pas l'enlever. Et pas Bellingham. Laissez Valverde à droite. Laissez Valverde à droite. Moi, je suis coach du Real. Je laisse Valverde à droite. Il y a trop de garanties. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort, ce joueur. On souligne pas assez à quel point ce joueur est fort dans cette équipe. Voilà. Bon, en tout cas, je le précise assez souvent parce que je préfère être clair, etc. Je ne suis pas supporter du Real, je ne suis pas supporter du Barça, mais j'aime énormément la rivalité qui est entre les deux clubs dans ce championnat. Il n'y a pas un autre championnat où tu as une rivalité entre deux clubs aussi grosse. J'écarte la PL parce que la PL c'est un truc de dingue, mais c'est toutes les équipes. Là, c'est vraiment deux grosses équipes que tu as envie de suivre tous les week-ends. Donc voilà, j'espère que ce débrief long vous aura plu, que vous aurez pris le temps de m'écouter, même si c'est un jour après. Voilà, c'est un débrief à froid. Si vous regardez, tant mieux. Si vous mettez un petit commentaire, c'est encore mieux. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!